Merci pour votre invitation. On va donc passer la soirée ensemble ou en tout cas une partie de la soirée, je ne sais pas quand s'arrête la soirée et quand commence la nuit. On va donc discuter un peu de ce que la presse appelle régulièrement les réfugiés climatiques ou les exilés climatiques, les migrants climatiques, et vous allez voir qu'il y a en fait beaucoup de termes qui désignent en réalité une même réalité. Je vais essayer de vous présenter un peu quels sont les enjeux de ces migrations, qui sont ces migrants, quels sont les territoires concernés, dans quelles conditions ces migrations s'effectuent-elles, comment sont-elles encadrées politiquement, et puis j'essaierai de tracer également quelques lignes de perspective pour voir comment nous pouvons prendre en charge ces populations, comment l'avenir se dessine, et je vous présenterai notamment deux réponses politiques qui me semblent assez prometteuses, ou en tout cas porteuses d'espoir. Avant toute chose, il me faut rappeler que lorsqu'on discute de migration liée à l'environnement, on peut parfois avoir l'idée qu'on discute d'un phénomène nouveau, mais en réalité, on discute d'un phénomène très ancien. De tout temps, les migrations humaines ont été déterminées, peu ou prou, par les facteurs environnementaux. Déjà à la préhistoire, une des raisons qui explique que l'Europe ait été colonisée, c'est avant tout son climat tempéré et ses ressources naturelles. S'il y a autant de gens qui habitent au bord de la mer, ce n'est pas uniquement pour la vue, c'est surtout parce que les sols y sont plus fertiles. Et donc de tout temps, à travers l'histoire, les gens se sont déplacés à cause ou grâce au climat et aux conditions environnementales. Et les facteurs environnementaux ont été un élément clé dans la distribution de la population à l'échelle de la planète. Et donc, alors que nous sommes aujourd'hui en train de connaître un autre changement majeur de l'environnement, il est finalement assez logique qu'il entraîne également une certaine forme de redistribution de la population à l'échelle de la planète. Et nous allons voir quelle sera l'ampleur de cette redistribution de la population à l'échelle de la planète. Et donc, à travers l'histoire, on peut trouver toute une série d'exemples, toute une série de cas de déplacement de population provoqués par des dégradations de l'environnement. La gravure que vous voyez au tableau est une gravure qui date de 1755, ou à peu près, et qui représente la ville de Lisbonne en ruine après le tremblement de terre qui l'a dévastée. Tremblement de terre qui était en réalité suivi d'un tsunami, qui lui-même a été suivi d'un gigantesque incendie. Et la catastrophe est assez bien documentée, et nous savons qu'elle a provoqué un exode massif des Lisboètes, qui ont été hébergés pendant plusieurs mois dans des campements de fortune que vous voyez à l'avant-plan. Des camps de réfugiés, finalement à ceux semblables à ceux que nous connaissons aujourd'hui lorsqu'une catastrophe naturelle ébranle le monde. Les organisations humanitaires mettent en place des camps de réfugiés de ce type. Dans ce cas-ci, en 1755, ils étaient gérés par l'Église. Mais finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et il a fallu attendre plusieurs mois avant que la ville de Lisbonne ne soit reconstruite et que l'on puisse envisager le retour de ses habitants. Plus proche de nous, ce grand classique de la littérature américaine, que vous avez peut-être lu, raconte l'histoire de la famille Joad, une famille d'agriculteurs de l'Oklahoma, qui, lors de la grande sécheresse qui a frappé le centre des États-Unis dans les années 30, a été contraint, dans des conditions épiques, de vendre ses terres et de migrer vers la Californie. Cette migration, qu'on appelait la migration du Dust Bowl, donc littéralement le bol de poussière, était liée à la fois à une grande sécheresse et bien sûr à la Grande Dépression, et la combinaison de ces conditions environnementales et économiques a amené un exode massif des habitants du Texas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas vers la Californie. Jusqu'à l'ouragan Katrina, qui a frappé le sud des États-Unis en 2005, la migration du Dust Bowl était le plus important mouvement de population jamais enregistré à l'intérieur des États-Unis. On est donc là face à une migration d'une importance historique considérable. Si la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé des États américains, c'est largement grâce à la migration du Dust Bowl.
Et pourtant, nous avons un peu l'impression que malgré ces très nombreux exemples historiques de migration liée à l'environnement, c'est un peu un phénomène que nous découvrons aujourd'hui à la faveur d'un nouveau venu. Et ce nouveau venu, c'est bien sûr le changement climatique. Pourtant, le changement climatique ne date pas d'hier. Nous le connaissons depuis très très longtemps. Je vous montre simplement, pour vous en convaincre, une publicité parue dans le magazine américain Life en 1962. 1962, c'est l'âge d'or de la publicité, qui est très bien décrit dans la série télévisée Mad Men, c'est-à-dire une époque où on pensait sincèrement que d'une part, on aurait une croissance économique et démographique à peu près infinie, et une époque où l'on était sincèrement convaincu que la consommation de biens matériels, qui pour la première fois devenait accessible au plus grand nombre, les classes moyennes pouvaient enfin se payer une télévision, une voiture ou une machine à laver, que la consommation de biens matériels amènerait le bonheur. Et en 1962, une compagnie pétrolière, Humble, fait cette publicité qui prétend ceci: chaque jour, Humble fournit suffisamment d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Enfin, une publicité qui n'était pas mensongère. Ils y sont arrivés. En 1962, le problème, ce n'est pas qu'on ne connaissait pas le changement climatique. On connaissait déjà le changement climatique. Simplement, ce n'était pas considéré comme un problème sérieux, c'était considéré comme une sorte de réalité un peu abstraite, météorologique, quelque chose qui finalement amènerait quelques degrés supplémentaires dans très très longtemps, et finalement, ça ne serait pas si mal. Le problème du changement climatique, bien sûr, c'est que, comme on a dû vous le dire si vous avez assisté aux conférences précédentes, c'est que le climat met à peu près 2 générations, une cinquantaine d'années, pour répondre aux émissions de gaz à effet de serre que nous lui envoyons. Ce qui veut dire que les effets du changement climatique que nous connaissons aujourd'hui, en 2015, ce qui veut dire que l'ouragan Pam, qui a ravagé des pays comme Vanuatu, Tuvalu et Kiribati ces jours-ci, eh bien, c'est la conséquence des émissions de gaz à effet de serre que nous produisions dans les années 60. Et donc, c'est un peu à la faveur du changement climatique que nous redécouvrons aujourd'hui le fait que l'environnement est un facteur important de migration et de déplacement de population. On le voit très bien, ici le graphe, par exemple, montre les articles de presse qui associent climat et migration, et vous voyez que depuis le milieu des années 2000, il y a une nette accélération du nombre d'articles qui mentionnent ces deux questions l'une avec l'autre. Le problème, quand on mentionne ces questions, c'est qu'on a souvent tendance encore à le considérer comme un problème futur. Combien de fois ne reçois-je pas des coups de fil de journalistes qui me disent « Alors, à quoi peut-on s'attendre? Quelles sont les prévisions? Est-ce que le climat va engendrer des migrations massives de population? Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui à Vanuatu ou à Tuvalu est un signe annonciateur de ce à quoi il faut s'attendre dans le futur ?» Ce que tous ces gens ne réalisent pas, c'est que nous y sommes. Nous ne discutons pas d'une réalité future, nous ne discutons pas d'un risque qui pourra advenir dans le futur, nous ne discutons pas de quelques habitants déplacés sur quelques îles. Nous discutons d'une catastrophe qui est déjà là avec nous. Une erreur tragique que l'on fait, c'est de continuer à espérer que nous allons pouvoir éviter cette catastrophe. Et beaucoup des gens qui préparent l'importante conférence sur le climat qui aura lieu à Paris à la fin de cette année présentent volontiers comme la catastrophe,
la réunion de la dernière chance, celle qui permettra peut-être d'éviter la catastrophe climatique, la dernière étape, la dernière chance d'éviter le pire, nous y sommes déjà. Demandez aux gens de Vanuatu et Tuvalu ce qu'ils en pensent. Et donc, je pense que, et c'est aussi à ça que je veux vous sensibiliser aujourd'hui, la première des réponses que nous devons adopter face à ces migrations de population, la première des réponses que nous devons adopter face aux impacts humains du changement climatique, c'est avant tout d'abandonner l'espoir. D'abandonner l'espoir qu'il sera encore possible d'éviter ces migrations, d'abandonner l'espoir qu'il sera encore possible d'éviter ces drames, d'abandonner l'espoir qu'il sera encore possible d'éviter cette catastrophe. Nous y sommes. Le meilleur service que nous puissions rendre à ces populations, c'est d'affronter enfin la réalité en face et de reconnaître que nous sommes dans le mur. Et le meilleur moyen de déployer maintenant les réponses qui nous permettront de nous en sortir, c'est d'affronter cette réalité. Tous les gens qui présenteront les migrations liées au climat comme un risque, comme quelque chose qui arrivera dans le futur, comme peut-être un signe annonciateur de ce qui nous attend demain, font partie d'une entreprise criminelle. Aujourd'hui déjà, les dégradations de l'environnement sont un facteur majeur de migration à travers le monde. Je vous donne simplement les chiffres sur les 6 dernières années. Chaque année en moyenne, 26 millions de personnes sont déplacées par les seules catastrophes naturelles. C'est un chiffre qui n'inclut même pas les impacts plus lents et plus progressifs du changement climatique, comme la hausse du niveau des mers ou la désertification, et pour lesquels nous n'avons pas de données suffisamment fiables. Pour les seules catastrophes naturelles, chaque année, 26 millions de personnes perdent leur foyer, perdent leurs biens, perdent leur maison, sont obligées de fuir. On se tracasse beaucoup des guerres, on se tracasse à juste titre de la situation en Syrie, on se tracasse de la situation en Centrafrique. En 2013, les catastrophes naturelles ont déplacé 3 fois plus de personnes que les guerres. Ce qui se passe en Syrie est un drame abominable. Statistiquement, c'est une broutille à côté du nombre de personnes déplacées par les catastrophes naturelles. Et donc, tous ceux qui disent et qui parlent de 250 millions de réfugiés en 2050 racontent n'importe quoi. Nous y sommes déjà. Il suffit de voir l'accumulation des chiffres année après année. Aujourd'hui, il y a plus de personnes déplacées par des catastrophes naturelles que des personnes déplacées par des guerres et des violences dans le monde. Et donc, présenter ces migrations comme un risque futur lié au changement climatique, c'est comme si je vous disais « Oh, il y a un risque d'attentat à Paris ». C'est comme si je vous disais « Oh, la situation en Syrie se détériore, on craint une guerre future ». Nous y sommes. Et pourtant, la perception que nous en avons reste très très éloignée des réalités empiriques de terrain. Je vous montre, par exemple, cette photo qui montre très bien le grand écart entre les réalités empiriques de ces migrations et les représentations que l'on s'en fait. C'est une photo trafiquée, ce n'est pas une vraie photo. C'est une photo trafiquée qui était présentée dans le cadre d'une exposition au musée de la ville de Londres et qui s'appelle London Futures. Parce que vous voyez, on en parle toujours au futur. L'exposition London Futures visait à présenter aux Londoniens à quoi pourrait ressembler leur ville sous l'effet du changement climatique. Et donc une des représentations apocalyptiques futures de la ville de Londres,
c'était Buckingham Palace, entouré d'un gigantesque camp de réfugiés. Ou Trafalgar Square, transformé en un bidonville d'immigrés du Bangladesh. Il y a quelque chose de très malsain et de très dérangeant avec ces images. Non seulement parce qu'elles présentent ces migrations comme une réalité future, comme une menace future qui serait évitable, mais aussi parce que si on les sort de leur contexte, elles auraient tout aussi bien pu se trouver dans un dépliant de propagande de l'extrême droite. Les migrants vont transformer nos villes, nous ne reconnaissons plus nos paysages, tout est transformé par la migration qui nous fait perdre notre identité. Évidemment, ce n'était pas l'intention ici, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Évidemment, l'intention ici, c'était de convaincre les Londoniens de réduire leur empreinte carbone, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en leur disant au fond, attention, si vous ne réduisez pas vos émissions de gaz à effet de serre, si vous n'éteignez pas la lumière en sortant, demain, votre ville sera envahie par des immigrés et vous ne la reconnaîtrez plus. Et donc il faut faire très attention parce que très souvent, cette figure de l'immigré liée au climat a fait figure d'épouvantail, de repoussoir, pour essayer de convaincre les États et les populations de réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment un but très noble à poursuivre, mais ce n'est pas un but qui sert beaucoup la cause des migrants. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette déconnexion entre les perceptions de ces migrations et leur réalité de terrain. Soyons plus concrets, quels sont les impacts du changement climatique qui vont amener des mouvements migratoires, qui vont amener des populations à se déplacer aujourd'hui et dans le futur encore davantage? Généralement, on distingue que trois types d'impacts, trois familles d'impacts touchent en particulier les populations dans leur comportement migratoire. Les événements climatiques extrêmes, en d'autres termes les catastrophes naturelles liées au climat, la baisse des précipitations et la dégradation des sols, et enfin la hausse du niveau des mers. Ces trois types d'impact du changement climatique n'amènent pas du tout le même type de migration. Et on est en réalité face à des migrations assez différentes selon les différents types d'impact. Les catastrophes naturelles, d'abord, vont souvent amener des déplacements brutaux, des déplacements précipités. Soit que les gens évacuent quelques heures ou quelques jours avant l'annonce de la catastrophe, soit que les gens soient évacués à la suite de la catastrophe par des équipes de secours. On a longtemps imaginé que ça provoquait des déplacements qu'on appelait, et je l'ai encore entendu avant-hier au Japon, à Sendai, lors de la conférence sur la réduction des risques de catastrophes. On a souvent considéré que les évacuations, c'était des déplacements bénins, que les gens étaient évacués dans un centre d'accueil et puis revenaient quelques jours après. Ce n'est pas le cas. Les catastrophes naturelles provoquent également des déplacements de très long terme, voire même des migrations permanentes. Après l'ouragan Katrina, un tiers des habitants de la Nouvelle-Orléans ne sont jamais revenus dans leur ville. Très vraisemblablement, ils ne reviendront jamais. Ce sont des gens dont la vie a été complètement bouleversée par un ouragan à un moment donné, et tout ce qu'ils avaient construit dans leur ville, tout leur réseau, leurs amis, leur métier, tout ça d'un coup a disparu, et ce sont des gens qui ont choisi ou qui ont été contraints d'aller faire leur vie ailleurs. La baisse des précipitations et la dégradation des sols entraînent quant à elles un type de migration tout à fait différent. On est ici essentiellement face à un exode rural, à une migration des campagnes vers les villes, qui peut prendre soit la forme d'une migration permanente, soit parfois d'une migration pendulaire, où les gens, selon les saisons, vont aller et venir entre la campagne et la ville. Mais il y a une chose qu'on a
observée et qui est apparue comme de prime abord surprenante, c'est que pendant les sécheresses, le nombre de migrants avait plutôt tendance à baisser. Et c'était évidemment très profondément contre-intuitif. On s'attendrait à ce qu'au pic de la sécheresse corresponde un pic de migration. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produisait. Au moment de la sécheresse, on constatait plutôt une diminution des migrations. Il a fallu un peu de temps pour que l'on se l'explique, mais on se l'est expliqué aujourd'hui. Et la raison est finalement assez simple. Les populations qui sont les plus durement touchées lors d'une sécheresse sont les populations dont les ressources dépendent le plus directement de l'environnement, et en particulier de l'agriculture. Ce sont donc les agriculteurs qui sont les plus directement et les plus durement touchés lors d'une sécheresse. Or, lors d'une sécheresse, leurs ressources, leurs revenus se réduisent considérablement, si bien que très souvent, ils n'ont plus suffisamment de moyens, plus suffisamment de ressources que pour envisager de migrer. Et leurs ressources sont consacrées prioritairement à la satisfaction des besoins primaires du ménage. Car il y a là un élément très important à considérer, qui est celui que la migration est un processus qui demande la mobilisation d'énormément de ressources. On a souvent tendance à croire que ce sont les plus pauvres, les plus démunis qui partent les premiers. C'est exactement l'inverse. Et donc, lorsque les ressources se réduisent considérablement pendant une sécheresse, très souvent les gens n'ont pas les moyens de partir. Et on va constater une augmentation des migrations avant la sécheresse en anticipation de celle-ci, après la sécheresse lorsque les gens auront recouvré une partie de leurs moyens. Mais pendant la sécheresse, ils ne le pourront pas, faute de moyens. Il y a ici une caractéristique très très importante sur laquelle je reviendrai. Les populations les plus vulnérables sont souvent incapables de migrer, faute de ressources. Et enfin, bien sûr, il y a l'impact du changement climatique dont on parle le plus souvent lorsqu'il est associé aux migrations. C'est bien entendu la hausse du niveau des mers, qui, elle, va forcément provoquer des déplacements permanents, mais des déplacements qui sont aussi plus planifiables. Aujourd'hui, certains pays commencent à planifier le déplacement de population en anticipation de la hausse du niveau des mers. Pour prendre un exemple frappant, le gouvernement indonésien, par exemple, réfléchit à déplacer la ville de Jakarta, sachant que Jakarta, à peu près quoi qu'il arrive, sera de toute façon inondée. Le gouvernement indonésien se dit plutôt que d'évacuer la population en dernière minute, essayons dès maintenant de voir comment on peut déplacer la ville à l'intérieur de terre et donc créer une nouvelle capitale pour l'Indonésie. Même si ces trois types d'impact du changement climatique vont chacun provoquer des types de migration et de déplacement relativement différents, on peut néanmoins dégager des caractéristiques communes qui, je dirais, unifient un peu la catégorie des migrations liées au climat. Premièrement, on observe très généralement, c'est un peu évident que de le dire, une relation positive entre les dégradations de l'environnement et les migrations. En d'autres termes, lorsqu'une dégradation de l'environnement se produit, elle est souvent associée à un flux migratoire. Néanmoins, plusieurs facteurs de migration s'entremêlent les uns aux autres, de sorte qu'il est parfois difficile de séparer le facteur environnemental d'autres facteurs socio-économiques de la migration. Mais ce qu'on observe, c'est que les facteurs environnementaux prennent une importance croissante dans les dynamiques migratoires liées aux régions touchées par les phénomènes climatiques, et surtout que ces facteurs environnementaux représentent une contrainte migratoire additionnelle, ce qui veut dire que les gens n'ont plus, lorsqu'ils font face à une crise environnementale, la possibilité de choisir quand ils se déplacent, où ils se déplacent, ou les conditions de leur déplacement. Ce qui veut dire que on est là face à des migrations sous contrainte et qu'une série de migrations qui auraient peut-être été
volontaires dans un autre contexte deviennent des migrations forcées. Ces mouvements de population sont, dans leur écrasante majorité, des déplacements internes, c'est-à-dire effectués à l'intérieur des frontières nationales. On s'imagine souvent, et c'était un peu le propos de l'exposition sur la ville de Londres que je vous ai montré, on imagine souvent des migrations internationales de population, voire même des hordes de migrants qui arrivent d'Afrique et d'Asie et frappent aux portes de l'Europe. Ce n'est pas ça qui se produit dans la réalité. Dans la réalité, les gens ne cherchent généralement pas à quitter leur pays, les gens cherchent simplement à s'éloigner de la région qui était touchée par des dommages environnementaux, et ils vont donc souvent migrer sur d'assez courtes distances à l'intérieur de leur pays. Migrer sur d'assez courtes distances à la fois parce que souvent ils n'ont pas les moyens de migrer beaucoup plus loin, et d'autre part parce qu'ils vont souvent chercher à rester aussi proches que possible de leur lieu d'origine, c'est-à-dire aussi de leur réseau d'origine, de leurs connaissances, etc. La conséquence politique de cela, c'est que la charge de ces migrations, de gérer ces mouvements migratoires, de porter assistance aux populations, repose pour l'instant entièrement sur les épaules des pays en développement, c'est-à-dire des pays qui sont les premiers et les plus durement touchés par les impacts du changement climatique. Comme je vous l'ai déjà signalé, une autre caractéristique essentielle qu'on retrouve pour absolument tout type de dégradation de l'environnement, qu'on parle d'une catastrophe brutale comme un cyclone ou une inondation, ou qu'on parle d'une dégradation plus progressive de l'environnement comme la dégradation des sols. Systématiquement, les populations les plus vulnérables ne partent pas. C'est-à-dire les populations les plus pauvres, les plus âgées, les moins éduquées, les plus marginalisées, systématiquement, ces populations sont coincées. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent que pour migrer, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de contacts ou d'informations pour savoir où aller, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'abandonner leur terre ou leur maison. Et ceci est vrai dans les pays riches et dans les pays pauvres. Je vous donne simplement un exemple pour que vous compreniez bien le type de drame que cela peut engendrer. À l'approche de l'ouragan Katrina, il y a 10 ans, le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, a décrété un ordre d'évacuation générale pour toute la population. 1 200 000 personnes dans la région ont évacué. La population de la ville de la Nouvelle-Orléans a évacué à 85% en l'espace d'un peu plus de 24 heures. C'est un chiffre qui est considéré comme assez remarquable par les experts des procédures d'évacuation. Le problème, bien entendu, et on s'en souvient encore, même si c'était il y a déjà 10 ans, c'est que 15% de la population, c'est-à-dire à peu près 60 000 personnes, n'ont pas évacué. Et ces 60 000 personnes, on s'en souvient, sont restées coincées pendant 4 jours et 4 nuits dans la ville de la Nouvelle-Orléans, sous 3 mètres d'eau, par une température de 42 degrés Celsius, sans eau, sans vivres, sans nourriture, sans médicaments, sans soins médicaux, sans possibilité de communiquer avec l'extérieur, sans assistance d'aucune sorte, avant que les secours n'arrivent enfin dans la ville. Pourquoi est-ce que ces 60 000 personnes sont restées coincées? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas évacué avec les autres? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, et beaucoup sont liées à leur vulnérabilité. D'abord, une partie n'a pas évacué parce qu'elle n'avait pas de voiture. Aucune évacuation collective par bus ou par train n'avait été organisée, simplement parce que les autorités avaient supposé que tout le monde aurait une voiture ou aurait accès à une voiture. À la Nouvelle-Orléans, 25% de la population ne possède pas de voiture. Une partie n'a pas évacué parce qu'elle ne savait pas où aller. Ça peut paraître très curieux, mais
pour des populations très marginalisées, très pauvres de la Nouvelle-Orléans, leur monde se réduisait souvent à leur quartier. C'est-à-dire que bien qu'ils pouvaient avoir parfois une voiture, ils n'avaient pas l'information sur où ils devaient aller et parfois ne savaient même pas comment prendre l'autoroute ou comment conduire sur l'autoroute. Lorsque j'habitais à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de mes recherches doctorales, j'étais souvent frappé du fait que j'appelais parfois certaines personnes que je souhaitais interroger et je leur fixais rendez-vous dans un lieu très connu de la Nouvelle-Orléans, l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris. Et ils me répondaient, j'en ai entendu parler, je sais que ce lieu existe dans la ville, mais je ne sais pas comment m'y rendre. D'autres n'ont pas évacué parce qu'ils s'estimaient trop âgés ou trop malades pour prendre le risque d'une évacuation. Et que tant qu'à prendre ce risque, ils considéraient qu'ils couraient un risque encore moins grand à affronter l'ouragan plutôt que de devoir se déplacer et être hébergés dans un abri. Et puis surtout, et c'est sans doute cela qui est le plus choquant, certains n'ont pas évacué parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. À l'approche de la saison des ouragans, les hôteliers de la région savent qu'ils vont faire de bonnes affaires, parce qu'il y aura sûrement une procédure d'évacuation enclenchée et que donc beaucoup de gens chercheront une chambre d'hôtel ou de motel aux alentours de la ville. Et donc à l'époque, suivant la loi de l'offre et de la demande, le prix des chambres d'hôtel en Louisiane a augmenté considérablement. Même dans un hôtel pourri, il était impossible de trouver une chambre à moins de $200 la nuit. Si vous étiez une famille de 2 adultes et de 2 enfants, que vous prévoyiez d'évacuer pour 3 jours et 3 nuits pour un long week-end, il vous fallait donc compter $200 par chambre, multiplié par 2 chambres, multiplié par 3 nuits. $1 200. Ajoutez quelques centaines de dollars pour l'essence, pour la nourriture, pour les vivres, vous arriviez rapidement à un coût total d'évacuation de $1 500. $1 500, c'est l'équivalent pour une famille pauvre de la Nouvelle-Orléans de 2 mois d'allocation sociale. Et donc beaucoup ont fait le choix rationnel de ne pas dépenser dans un week-end d'évacuation l'équivalent de 2 mois de revenus. Simplement parce qu'ils ont considéré que le risque n'en valait pas la chandelle. Pour toutes ces raisons, 60 000 personnes sont restées coincées pendant 4 jours et 4 nuits dans la Nouvelle-Orléans. Pour toutes ces raisons, 2000 d'entre elles sont mortes. Et ceux qui ont survécu ont été par la suite déplacés aux 4 coins des États-Unis après avoir été rassemblés dans le stade de football et dans le centre de congrès de la ville. Les plus vulnérables ne migrent pas. Je vous donne un autre exemple, aussi dans un pays riche, qui provient d'une recherche plus récente que nous avons menée, qui n'est pas liée au changement climatique, mais qui présente des caractéristiques tout à fait semblables. Une recherche sur les déplacés de l'accident de Fukushima. Je suis rentré du Japon ce matin et j'ai encore passé pas mal de temps, notamment dans les zones qui sont encore irradiées et où habitent encore pas mal de gens. Ceux qui sont partis, ce sont les plus jeunes, les plus éduqués, ceux qui avaient les moyens de retrouver un emploi ailleurs au Japon. Ceux qui sont restés, qui vivent donc dans des zones irradiées et qui se savent plus ou moins condamnés, ce sont les plus vieux, qui espèrent mourir d'autre chose que d'un cancer de la thyroïde et qui ne sont de toute façon plus trop concernés par les problèmes de stérilité. Ce sont les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement ailleurs, qui n'ont pas les moyens d'abandonner leur terre, qui n'ont pas les moyens d'abandonner leur métier. Et il y en a donc ces villages curieux qui sont habités uniquement par des vieux et par des pauvres. Les plus jeunes, les plus riches, les plus éduqués sont tous partis parce qu'ils savaient qu'ils mettaient leur santé en danger en restant. On observe ceci systématiquement pour tout type de catastrophe, pour tout type de dégradation de l'environnement, dans les pays en développement comme dans les pays riches. Et donc on s'est rendu compte qu'un enjeu politique essentiel par rapport aux politiques les plus vulnérables, par rapport aux populations les plus vulnérables, c'était de leur permettre de migrer,
de leur donner les moyens de se mettre à l'abri, de se donner les moyens de s'éloigner du danger. Et alors qu'on conçoit souvent la migration comme une catastrophe à éviter absolument, comme un drame qu'il faut chercher à empêcher, en réalité, la réalité du terrain fait que bien souvent, l'immigration, c'est quelque chose à essayer de faciliter et à encourager, parce que si les gens ne peuvent pas migrer, ça veut dire qu'ils sont coincés et qu'ils font face directement et immédiatement à la dégradation de leur environnement immédiat. Et puis ce que l'on constate aussi, c'est que de plus en plus de gens aujourd'hui habitent dans des zones à risque. Et que alors qu'il y a bien sûr des gens qui migrent loin des zones de danger, il y a encore davantage aujourd'hui de gens qui migrent vers la côte, qui migrent vers les zones de danger, notamment parce qu'aujourd'hui, un très grand nombre de villes, notamment dans l'Est et le Sud-Est asiatique, se développent le long des côtes et que ça constitue des pôles d'attraction économique très importants pour les migrants. Et donc le nombre de populations à risque, comme on dit, ne cesse d'augmenter. À partir de 2010, s'est pourtant produit une sorte de révolution copernicienne dans les négociations climat. Alors que la vue traditionnelle consistait à considérer que donc ces migrations étaient une catastrophe humanitaire à éviter à tout prix, on s'est rendu compte aussi qu'une partie de ces migrations était en réalité une stratégie d'adaptation particulièrement efficace et permettait aux gens de s'adapter face aux impacts du changement climatique. Et qu'alors qu'on s'imaginait volontiers, qu'on continue volontiers à s'imaginer que la migration est un choix de dernier ressort, un dernier recours lorsque les populations ont épuisé toutes les autres possibilités d'adaptation au changement climatique, alors qu'on imagine volontiers encore, pardon pour la faute de liaison, alors qu'on imagine volontiers encore qu'il s'agit d'un échec des stratégies d'adaptation face au changement climatique, on constate en réalité que de très nombreux mouvements migratoires ne signalent pas un échec des stratégies d'adaptation, mais au contraire représentent en eux-mêmes une stratégie d'adaptation qui est déployée par les populations. Et que les migrants disent « je migre pour m'adapter ». Je ne migre pas parce que j'ai échoué à m'adapter, c'est ma migration qui constitue ma stratégie personnelle d'adaptation. C'est comme ça que je peux diversifier mes revenus. C'est comme ça que j'ai une sorte d'assurance par rapport aux revenus que je fournis à ma famille. C'est comme ça que je peux diversifier mon activité. Par exemple, à la saison des pluies, je vais migrer à la ville pour exercer un autre métier, et puis je vais revenir une fois la saison des pluies terminée. Ce qui veut dire que, de plus en plus, la migration a été considérée comme un processus à faciliter et à encourager. Et aujourd'hui, dans les négociations sur l'adaptation au changement climatique, qui constitue un volet important des négociations sur le changement climatique, la migration est reconnue comme une stratégie d'adaptation qui peut être financée au titre de l'adaptation. Dans les négociations sur le climat, toujours, puisque cette série de conférences est bien sûr liée à la COP21 et à cette échéance à la fin de l'année, une attention particulière a aussi été donnée aux migrations dans les petits États insulaires. Dans toute une série de petits États dont personne, à vrai dire, n'avait jamais vraiment entendu parler auparavant, Tuvalu, Kiribati, les îles Cook, les îles Marshall, Niue, Tokelau, Nauru, valaient des territoires qui, pour la plupart, étaient absolument inconnus du grand public. Et pourtant, l'attention s'est portée sur eux en raison, bien sûr, de leur très faible élévation et donc du risque que la hausse du niveau des mers faisait courir à leur existence, tout simplement. Et on a évoqué la possibilité que certains de ces territoires puissent disparaître purement et simplement, puissent être simplement rayés de la carte. Ce qui posait de surcroît
outre un problème de déplacement de population, également un problème juridique, puisque certains de ces territoires étaient des États souverains. À Tuvalu, pour le moment, qui est donc l'un de ces petits îles insulaires, 45% de la population a été déplacée par le cyclone Pam. Imaginez un cyclone en France qui déplacerait 30 millions de personnes. Et donc, en raison de leur extrême vulnérabilité aux impacts du changement climatique, les habitants de ces petits États insulaires ont volontiers été considérés comme des canaris dans la mine du changement climatique. Ceux d'entre vous qui ont encore connu l'époque des mines en France savent sans doute que les mineurs avaient pour habitude d'emporter avec eux au fond de la mine des canaris, qui sont des oiseaux très sensibles aux odeurs, et dès que le canari sentait une odeur de grisou, le canari s'agitait, se mettait à chanter, et les mineurs savaient qu'ils devaient tout plus vite quitter la mine parce qu'une explosion de grisou allait se produire. Notre problème avec les habitants de ces petits États insulaires, c'est que nous les considérons volontiers comme les canaris dans la mine du changement climatique. C'est-à-dire comme des populations dont les migrations doivent nous alerter sur les risques et dangers futurs que le changement climatique nous ferait courir à nous aussi. Et il y a là quelque chose de profondément dérangeant dans le fait que nous ne nous intéressons finalement à ces territoires insulaires que dans la perspective de leur disparition annoncée. En d'autres termes, nous ne nous intéressons à eux que pour ce qu'ils nous disent à propos de nous, que pour le signal d'alarme qu'ils nous lancent à nous. Et au fond, nous nous tracassons assez peu du sort même de ces populations elles-mêmes. C'est un discours dont nous ne sommes pas les seuls responsables. C'est un discours qui est largement également répercuté également par les gouvernements de ces petits États insulaires qui ont vu aussi une façon d'attirer sur leur situation l'attention de la communauté internationale. La photo que vous voyez, par exemple, représente un conseil des ministres sous-marin organisé aux Maldives à quelques semaines de l'approche de la conférence de Copenhague, façon bien sûr d'attirer l'attention des médias sur le risque que la hausse du niveau des mers faisait courir à l'existence et la survie même des Maldives. Et curieusement, l'ironie suprême est que, à la conférence de Copenhague, ils avaient placé dans le hall l'entrée du centre de congrès un gigantesque globe terrestre censé symboliser la terre qu'il fallait sauver, globe terrestre sur lequel ces petites îles avaient déjà disparu. Et donc vous voyez que quelqu'un est allé rajouter à la main le nom de ces petites îles dont la disparition avait, à cause d'une maladresse de l'imprimerie, quelque part déjà été actée lors du sommet de Copenhague. Et effectivement, en choisissant l'objectif de 2 degrés Celsius plutôt que l'objectif de 1,5 degré comme le réclamaient les petits États insulaires, quelque part nous scellions également leur sort et nous actions leur disparition. Je m'attarde un peu sur cette figure de la vulnérabilité des petites îles et de leurs habitants, parce que c'est évidemment une image qui nous renvoie à une culture populaire très ancrée, notamment en Occident, qui a toujours considéré que les habitants des petites îles étaient très vulnérables, étaient des sortes de Robinson Crusoe, soumis aux aléas de la météo. Et c'est une imagerie qu'on retrouve très très régulièrement, que ce soit dans des films comme Seul au monde avec Tom Hanks, que ce soit dans des séries télévisées comme Lost, que ce soit dans des jeux télévisés comme Koh-Lanta. C'est une imagerie du Robinson qu'on retrouve très régulièrement, une imagerie de la vulnérabilité insulaire, de l'homme seul sur son île, confronté aux éléments. Les populations insulaires, pourtant, insistent sur le fait qu'elles maîtrisent également des stratégies d'adaptation et refusent généralement cette logique de victimisation,
refusant généralement qu'on considère que leur cause est déjà perdue et le déplacement de leur population inéluctable, en insistant sur le fait que leur priorité, c'est bien de pouvoir rester sur leur île. A fortiori, lorsqu'on sait, notamment que dans la culture polynésienne, l'île, le territoire, est considéré comme un prolongement du soi. Et que donc quitter son île, ça voudrait dire abandonner une partie de ce que l'on est également. J'en viens maintenant au point aveugle de la recherche, à ce que l'on ne sait pas et qui constitue autant de défis à la fois pour la science, puisque nous sommes dans un lieu de découverte scientifique, et aussi pour la politique à l'approche de la COP21. La première grande question qui se pose, et que posent toujours politiques et journalistes, c'est de savoir quelle sera l'ampleur de ces déplacements de population dans le futur. On a les chiffres pour aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut projeter dans le futur l'ampleur, la magnitude de ces déplacements de population? C'est très difficile et la plupart des chiffres qui circulent sont très largement sous-évalués, notamment parce qu'on imagine très souvent que l'ampleur des futurs déplacements de population dépendra uniquement des impacts du changement climatique, alors qu'en réalité, la nature et l'ampleur de ces flux migratoires dépendra aussi très largement des réponses politiques que l'on va mettre en œuvre dès aujourd'hui, réponses politiques au changement climatique, mais aussi réponses en matière de politique migratoire. Autre question, c'est celle qui va concerner la hausse du niveau des mers. Aujourd'hui, les projections de hausse du niveau des mers sont généralement des projections globales. On n'est pas encore capable aujourd'hui, et c'est un défi scientifique considérable, de projeter au niveau régional ou local la hausse du niveau de la mer. Or, contrairement à ce que l'on imagine très souvent, la hausse du niveau de la mer ne sera pas homogène. Le niveau de la mer, déjà aujourd'hui, n'est pas homogène sur la surface de la planète. Sans rentrer dans des détails, c'est lié à les questions de courants marins, d'étroitesse des deltas et de mouvements tectoniques. Et forcément, comme l'eau ne va pas chauffer de la même façon sur tous les points du globe, la hausse du niveau des mers sera relativement différente à des endroits différents du globe. On peut s'attendre, dans l'objectif, si on parvient à atteindre l'objectif de 2 degrés, à ce que la hausse du niveau des mers soit d'à peu près 1 mètre en moyenne d'ici la fin du siècle. La NASA a simulé sur cette carte les zones qui seraient inondées dans la perspective d'une élévation d'1 mètre du niveau de la mer, si bien entendu rien n'est fait pour protéger ces zones. Vous voyez que l'Europe ne sera pas épargnée, particulièrement les côtes allemandes et danoises. Les États-Unis aussi auront des problèmes significatifs, notamment dans le delta du Mississippi, mais que bien entendu l'essentiel des zones inondées, elles seront en Asie du Sud et du Sud-Est, avec notamment des pays comme l'Indonésie ou les Philippines qui vont perdre des quantités de territoire tout à fait considérables. Certains chiffres, pour certains pays, donnent le tournis. Dans l'hypothèse d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer, qui est, je le rappelle, l'hypothèse optimiste aujourd'hui, si tout va bien et si on parvient à atteindre l'objectif des 2 degrés, le Vietnam perdra 10% de son territoire. La plupart des guerres que nous avons menées dans le monde, depuis des milliers d'années, concernaient des questions de territoire. On s'est même parfois battu pour des bouts de territoire absolument insignifiants. Il y a eu une guerre entre l'Angleterre et l'Argentine pour les Malouines,
quelques petites îles dont personne n'avait vraiment entendu parler avant la guerre du même nom. Actuellement, la situation est tendue entre la Chine et le Japon pour quelques bouts de cailloux inhabitables dans la mer de Chine. De tout temps, on s'est battu pour conquérir des territoires. Et nous sommes ici à la veille de perdre des quantités absolument gigantesques de territoires sans que ça n'ait l'air d'émouvoir personne et sans que personne ne lève le petit doigt. Si tout va bien, le Vietnam perd 10% de son territoire, 26 000 km². Le problème, c'est que de plus en plus d'observateurs pensent que tout va aller mal. Et un nombre croissant de scientifiques, de climatologues, pensent qu'aujourd'hui, nos chances d'atteindre l'objectif de 2 degrés sont extraordinairement minces. Et qu'il faut au contraire, aujourd'hui, commencer à se préparer déjà pour un scénario d'élévation moyenne de la température de l'ordre de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Nicolas Hulot, ni des militants de Greenpeace ou de WWF, c'est la Banque mondiale. Une institution qui n'est pas réputée pour ses prises de position particulièrement écolo. La Banque mondiale aujourd'hui dit « Attention, l'hypothèse 4 degrés est en train de devenir l'hypothèse la plus sérieuse, de devenir le scénario le plus crédible. » Je me souviens qu'en 2009, il y a 6 ans, j'ai participé à une conférence à l'université d'Oxford dont le thème était précisément « Le monde à plus 4 degrés ». Et à l'époque, la conférence était considérée comme un pur exercice intellectuel. Jusqu'où pouvaient aller les simulations climatiques. Et le scénario à plus 4 degrés était considéré à peu près comme un scénario de science-fiction. C'était un pur exercice intellectuel comme l'université d'Oxford les aime. Nous sommes aujourd'hui 6 ans après, l'hypothèse des 4 degrés est passée du stade de scénario de science-fiction à l'hypothèse la plus plausible parmi les climatologues. À 4 degrés, naturellement, les impacts du changement climatique sont exacerbés et magnifiés. Voici une carte qui a été produite par le Bureau météorologique britannique, l'équivalent de Météo France au Royaume-Uni, qui projette notamment les différents impacts auxquels on peut s'attendre, mais je veux attirer votre attention sur l'échelle des degrés. Dans le coin inférieur droit, vous avez les degrés Celsius en haut, les degrés Fahrenheit en bas. Et bien sûr, ces plus 2 ou plus 4 degrés, ce sont des moyennes, qui, comme toutes les moyennes, cachent des disparités très importantes. Vous voyez que pour certaines régions du monde, la hausse de température ira jusqu'à 10 ou 12 degrés Celsius. Un des risques importants qui est associé à cette hausse de 4 degrés, c'est celui qu'on atteigne des points de bascule, c'est-à-dire des moments, des points où le système climatique devient carrément hors de contrôle et entraîne des mutations massives et irréversibles de l'environnement. Un de ces points de bascule, par exemple, c'est notamment la fonte de la calotte polaire arctique. C'est aujourd'hui une des grandes craintes des scientifiques, c'est que si l'on dépasse le seuil de 2 degrés, on aille vers une fonte complète des glaces du Groenland. Une fonte complète de la calotte polaire arctique entraînerait une hausse du niveau de la mer d'environ 6 à 7 mètres. L'an dernier, le National Geographic a simulé ce que ça donnerait. Une hausse de 6 à 7 mètres du niveau de la mer, voilà comment elle affecterait la carte de l'Europe. Et que Bruxelles deviendrait une sympathique station balnéaire, les Pays-Bas et le Danemark n'existeraient plus, et donc on reviendrait beaucoup plus vite à l'Europe des 6, chère à Laurent Wauquiez.
Venise serait évidemment sous eau. La crise en Crimée se résoudrait d'elle-même. Mais ce ne serait évidemment rien à côté des impacts en Asie du Sud et du Sud-Est. Le Bangladesh disparaîtrait complètement, 165 millions d'habitants. Des zones entières de la Chine seraient également sous eau. Vous voyez l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge. Il y a davantage de personnes qui habitent sur cette carte que dans tout le reste du monde. Sur cette carte habitent plus de 3,5 milliards de personnes. Plus de la moitié de l'humanité habite là. Alors évidemment, il n'est pas certain que ça se produira. Mais on sait que c'est un risque important que l'on court dans cette hypothèse d'un scénario à plus 4 degrés. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les déplacements massifs de population que cela entraînerait. Ça entraînerait tout simplement une redistribution de la population mondiale à l'échelle du globe. Bien sûr, il serait possible de protéger certains territoires, de construire des digues, mais si on est clair, il faudrait faire des choix entre les territoires qu'il faudrait protéger et les territoires qu'il faudra sacrifier. Essayons de voir, à présent, pour terminer, pour les 5 ou 10 minutes qui me restent, comment on peut répondre à ces enjeux, comment on peut répondre à ces réalités. Jusqu'ici, il faut bien dire qu'on a fait des réponses un peu stupides qui consistaient à essayer d'imaginer un statut dans le droit international pour ces migrants. On les appelle parfois réfugiés climatiques, c'est un abus de langage parce que le droit international définit assez strictement la notion de réfugié et que quand on a créé le statut de réfugié, on n'a pas imaginé, c'était en 1951, on n'a pas imaginé qu'un jour des gens se trouveraient dans une situation finalement relativement similaire sans être protégés par le droit international. Et donc, comme les juristes, dès qu'ils identifient un vide dans le droit, aiment plus que tout essayer de combler ces vides juridiques, les premières solutions qu'on a imaginées, c'était de créer un statut spécifique dans le droit international, d'adapter le droit international. Et donc on a eu diverses propositions, voilà par exemple une proposition au Sénat australien, le Parlement belge a voté une résolution, plusieurs autres parlements ont voté des résolutions dégoulinantes de bonnes intentions pour créer un statut. Le problème du statut dans le droit international, il est double. Le premier problème, c'est que c'est un problème politique, c'est que d'une part, la plupart des États sont extraordinairement réticents à adopter un texte qui garantisse de nouveaux droits aux migrants et aux réfugiés, et vous savez comme le débat sur ces questions est tendu, singulièrement en France, et que de toute façon, les conventions internationales en la matière sont extrêmement peu appliquées. Même la Convention de Genève, qui constitue pourtant la pierre angulaire du droit des réfugiés, est régulièrement bafouée par la plupart des pays industrialisés comme pays en développement. L'autre problème, c'est qu'un statut de droit international s'appliquerait forcément en droit international, c'est-à-dire pour des personnes qui auraient franchi une frontière internationale. Or, comme je vous l'ai dit, la plupart des déplacements liés au changement climatique s'effectuent à l'intérieur des frontières d'un État, en dehors des zones d'application du droit international. Et que donc, même si, et je ne dis pas que ça serait forcément une mauvaise chose, mais même si un tel statut était créé dans le droit international, il ne pourrait s'appliquer qu'à une infime minorité de ceux qui sont déplacés par les effets du changement climatique, ceux qui ont assez de ressources que pour envisager une migration internationale. Et donc jusqu'ici, je dirais que les réponses politiques ont été largement inadaptées à la situation parce qu'elles se fondaient davantage sur des perceptions de ces migrations que sur les réalités de ces migrations.
D'abord, on a favorisé, comme je le disais, le développement de nouveaux instruments de droit international au détriment de la gouvernance des migrations. On s'est sans doute trop focalisé sur le changement climatique en oubliant que de très nombreuses personnes étaient aussi déplacées par des dégradations de l'environnement non liées au changement climatique. On s'est sans doute aussi trop focalisé sur les questions humanitaires au détriment de problématiques de développement et d'adaptation. Et enfin, et de façon peut-être plus grave, on s'est peut-être trop tracassé exclusivement de ceux qui partent, en oubliant ceux qui restent, qui, comme je l'ai dit, sont souvent les plus vulnérables et qui sont souvent forcés de rester, qui restent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Pour conclure sur une note positive et optimiste, je veux néanmoins signaler 2 progrès notables qui ont été accomplis ces dernières années. Le premier progrès concerne, il est un peu inattendu, les négociations internationales sur le climat. En 2010, on a adopté le cadre de Cancun sur l'adaptation, qui fait la liste des mesures qui peuvent être envisagées au titre de l'adaptation et qui donc, demain, si on met en place les financements adéquats, pourront également être financées au titre de l'adaptation. Et le cadre de Cancun reconnaît dans son paragraphe 14F que pourront être reconnus et donc financés au titre de l'adaptation les mesures qui permettent d'améliorer notre compréhension, la coordination et la coopération liées aux déplacements, migrations et relocalisations planifiées au niveau national, régional et international lorsque c'est approprié. C'est du langage diplomatique un peu alambiqué comme toujours, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les stratégies et politiques liées à la migration et au déplacement de population pourront être reconnues comme des stratégies d'adaptation et également financées à ce titre. C'est un paragraphe qui pose également un risque, parce que vous voyez qu'à côté de déplacement, migration, il y a également planned relocation. Qu'est-ce que c'est que ça, planned relocation ou relocalisation planifiée? Ce sont des déplacements de population organisés par les gouvernements en anticipation des impacts du changement climatique. Aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements à travers le monde, gouvernement chinois, gouvernement mozambicain, gouvernement vietnamien, envisagent ou ont déjà mis en place parfois des programmes de relocalisation de population, qu'on appellerait en Europe des programmes d'expropriation. En d'autres termes, les populations qui habitent dans des zones identifiées comme très vulnérables aux aléas climatiques sont déplacées, parfois contre leur volonté, pour être relogées dans des lieux plus sûrs. Ce sont des politiques souvent très controversées qui soulèvent toute une série d'enjeux pratiques, en termes de consultation et de compensation des populations, et aussi des enjeux philosophiques. Vous vous souvenez sans doute des zones noires que le gouvernement français avait décrétées après la tempête Xynthia, il y a maintenant 4 ans de cela. C'est-à-dire des zones où le gouvernement a décidé qu'il n'était plus possible d'habiter et où les habitants allaient devoir être relogés et où les maisons seraient détruites. Vous vous souvenez de l'opposition des habitants et des autorités locales à ces zones noires décidées d'en haut? Vous vous souvenez comme les gens refusaient de partir alors qu'ils étaient à l'évidence en train d'habiter dans des zones extraordinairement exposées au danger? Imaginez cela à grande échelle. Les relocalisations planifiées, ce sont des zones noires à très grande échelle, avec bien sûr toutes les questions que cela pose. Certains peuvent dire que c'est une solution de bon sens, plutôt que d'avoir une catastrophe humanitaire demain, déplaçons ces populations avant que le pire ne survienne. D'autres disant, on ne peut pas déplacer des populations contre leur gré en anticipation d'impacts futurs. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film Minority Report de Steven Spielberg. C'est un film qui raconte l'histoire d'une unité
de la police, dans un futur lointain, qui aurait la capacité de voir les crimes à l'avance et donc d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Et le film est très bien fait et pose toute une série de questions très pertinentes. Est-ce qu'il est acceptable d'un point de vue éthique d'arrêter quelqu'un avant qu'il ne commette son crime? On peut dire d'un côté, oui, ça permet d'empêcher un crime. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Et le film s'appelle Minority Report, rapport minoritaire, parce que bien entendu, il y a toujours un rapport minoritaire. Et qu'est-ce qui se passe si finalement le risque n'est pas avéré, si le crime ne se matérialise pas? La deuxième initiative dont je voulais vous parler, c'est un processus qui me semble tout à fait innovant, voire même révolutionnaire, dans la manière dont on envisage le gouvernement mondial de ces questions. Les gouvernements norvégiens et suisses, en 2012, ont identifié cette question des migrations et déplacements liés à l'environnement comme un domaine d'intervention prioritaire, comme un domaine dans lequel ils avaient la responsabilité, en tant que gouvernement de pays industrialisés, de faire quelque chose. Ils ont réalisé que les voies onusiennes étaient trop lourdes, trop empesées, et que s'ils choisissaient la voie ONU, ils n'arriveraient à rien. Et qu'au contraire, plutôt que de rechercher un consensus général à tout prix, il fallait avancer avec les pays qui étaient d'accord d'avancer et de faire quelque chose. Et donc ils ont créé une sorte de petite coalition de pays de tous les continents qui étaient d'accord d'avancer et d'essayer de faire quelque chose ensemble pour mieux protéger les droits de ces populations. Et ils ont organisé tout un processus intergouvernemental qui est en cours pour le moment, qui est fondé sur des consultations régionales des gouvernements, où les gouvernements concernés disent à la fois quels sont leurs besoins en termes d'assistance et de protection, et ce qu'ils sont prêts à faire. Les 12 et 13 octobre prochains, l'initiative Nansen se conclura à Genève par un accord rédigé sur la base des engagements des différents pays dans lesquels les consultations régionales ont été menées. Ce qui veut dire qu'à Genève, en octobre prochain, en dehors du cadre onusien, une série de pays, et vraisemblablement plus de 100, vont s'engager à mettre en œuvre des mesures d'assistance et de protection aux populations déplacées par les dégradations de l'environnement. Il me semble qu'il y a là, peut-être, et bien entendu l'idée que l'accord nourrisse la COP21, il me semble qu'il y a là sans doute des voies d'avancement et des voies de gouvernement qui restent malgré tout relativement prometteuses par rapport à la conscientisation à ces enjeux et par rapport aux réponses que sont prêts à apporter les gouvernements. Voilà, et j'en termine ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup François Gemène pour cet exposé très clair et un petit peu effrayant. Je vais vous donner la parole, messieurs, dames, levez la main. Si vous avez des questions, je vais commencer. Vous pouvez passer peut-être le micro. Et s'il vous plaît, madame, vous pouvez passer. Bonsoir, merci pour... C'était vraiment très intéressant. J'aurais voulu savoir si vous aviez une carte équivalente pour l'Amérique. Vous l'avez montré pour l'Europe et l'Asie avec la montée du niveau des mers de 6 à 7 mètres. Et la deuxième question, c'était, vous avez dit en moyenne 26 millions de personnes par an sur les dernières années déplacées à cause des catastrophes naturelles. La majorité, on n'entend pas parler apparemment parce que ça se passe presque toujours à l'intérieur d'un pays. Quelle est la proportion, même si elle est petite, de ceux qui doivent migrer dans des pays étrangers à leur territoire d'origine? Merci beaucoup. Je vais peut-être vous répondre directement, puisque c'est une question assez factuelle qui peut donc amener une réponse rapide. Oui, il y a bien entendu une carte pour les Amériques également. Si vous me laissez votre adresse email, je vous l'enverrai volontiers. Je ne pouvais pas montrer
les 6 continents, mais c'est même la carte la plus détaillée, puisque National Geographic est un magazine américain, donc ils ont fait la carte la plus détaillée pour le continent américain. Alors, quelle est la proportion de ceux qui sont déplacés internationalement? On est de l'ordre de moins d'1%. C'est tout à fait marginal et tout à fait anecdotique. C'est généralement lié à des mesures d'aide ponctuelles qui sont offertes par certains pays après une catastrophe naturelle. Par exemple, après le tremblement de terre en Haïti en 2010, le Brésil a offert d'accueillir des déplacés haïtiens et le Sénégal a offert d'accueillir des déplacés haïtiens. J'insiste au passage sur le scandale qui fait qu'aucun pays industrialisé n'a pris une initiative similaire et que l'aide à Haïti en termes de déplacement de population est venue essentiellement du Brésil et du Sénégal. C'était très minoritaire. On parle de quelques centaines de personnes. Madame. Oui, donc merci monsieur, vous êtes très dynamique. Hein. Et merci à Universcience. J'ai une question basique, terriblement basique. Vous avez beaucoup insisté. Ce sont souvent les meilleurs. Sur, si vous voulez, les catastrophes naturelles. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique va augmenter, est un facteur d'augmentation des caractères naturels, à savoir cyclones, etc., etc. Et ma deuxième question, qui est beaucoup plus générale, vous voyez, vous envisagez des financements, puisque finalement ce sont les plus pauvres qui sont les plus menacés lors des migrations et qui ne peuvent pas migrer. Vous croyez qu'on va arriver à des aides? Moi, j'imagine plutôt pays par pays. Ça, c'est une question extrêmement avec 3 points de suspension. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, sur la question du lien entre changement climatique et catastrophes naturelles, oui, je pense que le changement climatique va aggraver les catastrophes naturelles. Je ne suis pas sûr qu'il va les rendre plus nombreuses. Je pense par contre qu'il va les rendre plus violentes. C'est par exemple le cas pour les cyclones. Je pense que les inondations vont être de plus grande intensité. Je pense que les sécheresses vont être plus longues et plus marquées. On observe pour le moment une augmentation du nombre absolu de catastrophes naturelles. Je pense malgré tout que le changement climatique est responsable d'une partie de cette augmentation, une autre partie étant liée au fait que l'on compte mieux aujourd'hui les catastrophes naturelles et que donc davantage de catastrophes sont rapportées. Mais je pense que vraiment l'impact prioritaire du changement climatique sur les catastrophes naturelles, mais je dis ceci en précisant que je ne suis pas climatologue, c'est sur l'intensité, la violence des catastrophes naturelles. Alors maintenant, pour ce qui concerne la question à 3 points de suspension, j'avoue que je suis personnellement assez sceptique sur des grands mécanismes internationaux ou des grandes réponses internationales qui pourraient s'appliquer. À la fois parce que je pense qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre politiquement, et je pense aussi qu'elles ne sont pas forcément les plus appropriées aux situations locales et régionales. Et je crois bien davantage à des accords de partenariat entre différents pays qui réalisent que l'entraide mutuelle en réalité leur est bénéfique ou que certains peuvent avoir besoin à un certain moment de main-d'œuvre migratoire. Et je crois beaucoup plus à des accords bilatéraux ou à des accords régionaux. Et c'est là notamment où les banques régionales de développement peuvent jouer un rôle essentiel de catalyseur ou notamment de prêt à des pays qui souhaitent mettre en place des mécanismes d'aide internationale. Voilà, les banques régionales de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement. Ah oui, c'est des énormes banques, oui, c'est des énormes agences de financement. Extrêmement riches. Extrêmement riches. Ce sont des sortes de petites banques mondiales, si vous voulez, au niveau régional. Banque régionale de développement. Donc, en France, l'AFD, l'Agence française de développement, c'est, si vous voulez, la banque du développement que la France met à disposition des pays en développement. Mais c'est petit, évidemment, par rapport à ces très grosses banques régionales de développement. Je donne par exemple un projet qu'a la Banque asiatique de développement pour le moment dans la zone du Pacifique, dans la zone qui est très touchée.
c'est de mettre en place un marché commun pacifique, notamment de libre circulation des habitants des différentes îles du Pacifique sur le modèle de ce qui se fait dans l'Union européenne. Voilà, je pense que si ces procédures de libre circulation et de marché commun étaient mises en place, je pense que ça serait une des réponses aux impacts du changement climatique dans la zone Pacifique. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question par rapport à la dégradation des sols. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement, parce que je n'arrive pas à visualiser. Alors, on distingue généralement deux types de dégradation des sols. Un premier type qui est lié simplement aux sécheresses et à la désertification, au fait que les sols deviennent de plus en plus arides et donc de plus en plus difficiles à cultiver. Et c'est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans une région où à peu près la moitié de la population dépend directement de l'agriculture pour sa survie. Ce qui veut dire que lorsque les sols deviennent plus arides et plus difficiles à cultiver, qu'il faut soit que les petits agriculteurs qui n'ont pas les moyens, abandonnent leurs terres et migrent vers les villes, soit à ce moment-là qu'on développe des processus d'agriculture industrielle beaucoup plus lourds, d'agriculture intensive beaucoup plus lourds, avec des moyens beaucoup plus lourds, éventuellement des OGM, et ça pose évidemment toute une série de problèmes par rapport à la destruction de petites exploitations agricoles qui n'ont plus les moyens de survivre dans des zones plus arides. Un autre type de dégradation des sols qui survient plutôt dans les zones côtières et deltaïques, c'est une plus grande salinité des sols. Ce qui veut dire que toute une série de cultures, en raison d'une augmentation de la salinité liée à la hausse du niveau de la mer, devient bien entendu difficile. Par exemple, au Vietnam, à certains endroits, la culture du riz devient difficile et les habitants sont obligés de passer à la culture de crevettes, ce qui est tout à fait différent, y compris en termes de rendement et d'organisation. À Tuvalu, donc ce tout petit état insulaire du Pacifique Sud qui vient d'être ravagé par le cyclone Pam, il est devenu impossible de faire pousser des légumes en raison de la salinité des sols, ce qui veut dire que les habitants sont obligés d'importer toute leur nourriture. Comme le bateau qui amène la nourriture met plusieurs jours pour venir de Fidji, ça veut dire que la nourriture qu'ils peuvent importer est forcément des vivres non périssables, essentiellement du riz, des pâtes et du cornet de beef. Ce qui veut dire que leur régime alimentaire s'est complètement transformé ces dernières années, où on est passé d'un régime de culture de légumes traditionnels à un régime fait de pâtes, de riz et de cornet de beef. Je vous laisse imaginer l'impact sanitaire d'un tel régime. On a par exemple des taux de diabète qui sont en train d'exploser à Tuvalu. Et donc on voit comme ça qu'il y a un lien concaténatoire entre différents effets. Merci. Voilà. Vous avez parlé des îles entre le Japon et la Chine, oui, dont on ne sait pas à qui elles appartiennent, mais ces îles, elles ont une eau territoriale. Donc, suivant que ce soit un pays ou l'autre qui est propriétaire de l'île, il peut empêcher les autres pays de faire la pêche. Et en général, les poissons, ils ne sont pas à 9000 mètres de profondeur, ils sont à 200 mètres. Alors donc, la question, c'est les eaux territoriales, même en France, c'est 10 km, 20 km, 5 km. C'est 2000 milles nautiques au-delà de la surface du plateau continental. Donc c'est un tout petit peu technique, mais donc de quoi s'agit-il? Le plateau continental, c'est donc la zone tectonique, si vous voulez, sur laquelle repose le pays en question. Et donc on calcule au-delà de la limite de ce plateau continental 2000 milles marins, et c'est là que s'arrêtent les eaux territoriales. Alors, c'est intéressant que vous posiez la question parce que ça pose une question importante en termes de changement climatique, qui est de savoir, avec par exemple la disparition de certains États insulaires, ou certains États insulaires qui vont perdre une partie de leur côte, que vont devenir leurs eaux territoriales.
une réponse, par exemple, qu'ils peuvent faire, c'est que cette zone peut être soit fixée par rapport au trait de côte, mais elle peut être également fixée de façon absolue par les coordonnées géographiques de la zone. Et donc, toute une série de petits insulaires sont encouragés à changer la manière dont leurs eaux territoriales sont définies, à les définir plutôt par les coordonnées géographiques de ces eaux territoriales, de manière à pouvoir conserver les eaux territoriales, même dans la perspective de la perte d'une grande partie de leur territoire. Oui. C'est sûr qu'une des mesures les plus immédiates, c'est le retrait côtier, c'est-à-dire que les gens se retirent de plus en plus par rapport au trait de côte. C'est vrai pour les petites cabanes de pêcheurs, c'est vrai aussi pour les villas en Floride. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, s'il vous plaît On ne vous entend pas sans micro. Voilà, il y a une autre question, s'il vous plaît. En termes de migration, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je peux poser la question, c'est bon. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question sur... on a beaucoup parlé du montée de niveau des eaux. Et pour ce qui est des deux autres facteurs, plutôt catastrophes naturelles et dégradation des sols, justement, est-ce que dans les discussions récentes, est-ce qu'on s'oriente plutôt justement sur... plutôt que de avoir à gérer les migrations, en anticipant sur les stratégies d'adaptation, est-ce que ça s'oriente là-dessus? Est-ce qu'on a des idées, un peu quelques exemples par exemple, que vous pourriez citer? Alors, un des exemples que j'ai mentionné, c'est évidemment le fait de déplacer certaines populations en anticipation des impacts futurs. Ça, c'est très clairement quelque chose qui est envisagé. Ce que je préconise plutôt, c'est d'essayer de réorganiser l'activité économique de certains pays et de certaines zones pour éviter d'avoir à faire ces déplacements brutalement et contre l'avis des populations généralement, de manière plutôt à encourager les populations et les générations futures à s'installer ailleurs que dans des zones, dans des zones très exposées aux impacts du changement climatique. Je donne un autre exemple assez anticipatif, plutôt lié aux questions de désertification et de problèmes de récolte. C'est par exemple la mise en place de systèmes de micro-assurance entre petits paysans ou petits agriculteurs qui leur garantissent un revenu de compensation, y compris lorsque leurs récoltes sont impossibles ou sont gâchées à cause de phénomènes météorologiques. Ça, c'est quelque chose qui est très efficace, notamment pour permettre de maintenir les gens en place et de leur éviter d'avoir à migrer si une année ou 2 années consécutives, ils perdent toute leur récolte. Le problème, c'est que l'assurance en est encore assez balbutiement dans les pays en développement. Seuls 3% des biens sont assurés dans les pays en développement. Quand vous parlez de microfinancement, c'est pour reprendre un peu le terme de microcrédit ou le même genre de... Non, ici on est sur de la microassurance, donc de l'assurance à petite échelle sur une petite communauté. On n'est pas du tout sur des mécanismes de crédit. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, madame. C'est une question un peu loufoque, mais on va perdre du territoire avec de l'eau qui monte en Asie du Sud-Est. On va en gagner avec la fonte de l'Arctique. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que... C'est pas du tout loufoque. On va effectivement gagner du territoire. Pour le moment, la Scandinavie gagne un petit peu de territoire, notamment parce que je vous préviens, tout ça est un peu complexe et c'est des questions un peu hydrographiques. La Scandinavie gagne un peu de territoire à cause de ce qu'on appelle le rebond isostatique, c'est-à-dire qu'avec la fonte des glaces, c'est-à-dire la masse terrestre devient un peu plus légère et donc remonte un peu là. On va gagner par contre, et c'est quelque chose qui va vous surprendre, dans l'hypothèse des cartes que j'ai montrées, si la calotte polaire arctique fond complètement, un pays comme l'Islande va gagner des territoires de façon assez considérable. Parce que contrairement à ce que l'on imagine souvent,
le niveau de la mer de l'océan Arctique, dans cette hypothèse, va s'abaisser assez considérablement. Pourquoi? C'est complètement contre-intuitif. On pourrait s'attendre à ce que si la glace de l'Arctique fond complètement, elle va aller dans l'océan le plus proche, l'océan Arctique, et donc augmenter son niveau. Sauf que les grosses masses de glace agissent, si vous voulez, comme un aimant avec l'eau. C'est-à-dire que le niveau aujourd'hui de l'océan Arctique et de l'océan Antarctique est sensiblement plus élevé que dans le reste du globe, parce que l'eau, si vous voulez, est attirée par la masse de glace, et donc elle cherche à aller le plus proche possible de la masse de glace. Si cette masse de glace fond et n'existe plus, l'eau va se retirer, et donc ça va être une aubaine formidable pour l'Islande qui va gagner des kilomètres et des kilomètres de plage. Malheureusement, ça restera une zone du monde assez froide où il sera difficile d'exploiter touristiquement les plages. Mais donc effectivement, on va gagner du territoire. À certains endroits, honnêtement, ça reste assez anecdotique parce que ça touche peu de pays et surtout de très faibles populations. Ouais. Est-ce qu'il existe des études sur le nombre de décès liés à ces changements ou à ces changements climatiques? On sait qu'on va arriver à une surpopulation mondiale, on sait que le territoire a priori s'amoindrit. Il y a sûrement des personnes qui doivent spéculer sur le fait que des gens vont mourir suite à ces catastrophes naturelles. Est-ce que ça va venir annuler les faits, enfin pas annuler évidemment, mais est-ce qu'il existe des éléments là-dessus? Est-ce que vous avez des éléments Il y a pas mal d'études qui sont faites de plus en plus aujourd'hui en termes de santé publique sur effectivement les questions de mortalité. À Sendai, au Japon, donc, à cette conférence sur la réduction des catastrophes naturelles, il y avait plusieurs spécialistes qui avançaient les chiffres d'une trentaine de millions d'années perdues depuis la dernière conférence. Donc sur les 10 dernières années, on a perdu à peu près 30 millions d'années de vie cumulées à cause des catastrophes naturelles. Donc voilà, évidemment ça se fait par rapport statistiquement par rapport à l'espérance de vie des populations, etc. Mais il y a des études qui sont menées en tout cas sur les catastrophes naturelles et de plus en plus sur les effets du changement climatique. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà des chiffres aussi précis sur les effets du changement climatique, mais en tout cas oui, il y a des études. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Est-ce que quelqu'un va prendre la parole encore? Non. Bon. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup François Gémen. Merci beaucoup pour votre attention et pour la discussion. Merci. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons toujours nous intéresser aux impacts du changement climatique et cette fois sur la question de la biodiversité. Bonne soirée. C'est marginal par rapport à... C'est également... Ça s'additionne. Ça s'additionne. C'est également...